Bon les amis, bienvenue sur la chaîne VOD Lulubled React. On va regarder la vidéo les horribles secrets cachés dans ce jeu abandonné. Findings numéro 108. Contenu sexuel, alright. Je comprends et je veux lire. Euh, Avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous faire une petite annonce, ce sera très regarde ça. rapide. On arrive à la fin de la tournée musicale avec le groupe et il reste quelques derniers concerts avant un bon moment. On va passer à Rouen le 28 juin, n'hésitez pas à venir, c'est très beau. Les frérots, comme d'hab, je vais manger devant ceux qui aiment pas. Je suis désolé, mais moi, je fais le dup. Le 28 février dernier, je revenais d'un concert à Audincourt et j'avais besoin de me ressourcer. Il y aura seulement une partie 1, partie 2, je sais pas si je vais tout sortir d'un coup. De toute façon, je suis donc rentré chez ma mère pour rester pendant quelques jours dans la chambre où j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et la chaîne principale, des gameplays, des vidéos montées, des best-of et tout. Ça part mon gros canal. Durant ces jours, j'ai eu une idée. Ambiance et si je relançais mon vieil ordinateur, celui que je n'avais pas utilisé depuis plus de 6 ans et que j'avais reçu en 2013, j'adore faire le dup, quand j'avais 11 ans. Il doit avoir des archives. C'est déroutant d'allumer un vieil ordinateur qui vous a appartenu, surtout quand vous étiez enfant. L'interface de Windows Vista, le PC qui a l'air d'être sur des rotules dès qu'il s'agit d'ouvrir le moindre programme, l'organisation des fichiers qui n'avait aucun sens, c'est un type de voyage nostalgique très propre à ma génération qui suscite beaucoup d'émotions différentes. C'est assez gênant de voir la personne adolescente que t'étais. C'est touchant de te rendre compte que tu te souviens pourquoi tu as créé quasiment chaque fichier que tu vois, mais c'est aussi très déroutant. J'ai revu des tonnes de vidéos que j'aurais aimé oublier, que j'avais créées quand j'étais tout seul. J'ai trouvé des centaines de dessins, d'images, de textes, de musique, de quand je savais que je voulais créer des trucs, mais que je ne savais pas exactement quoi. Je suis retourné sur mes vieilles parties de Minecraft, des mondes que je créais seul, sur lesquels je passais des centaines d'heures à créer mon nouvel environnement parfait, avant de l'abandonner du jour au lendemain à la moindre once d'ennui. Mais ce qui m'a particulièrement fasciné dans ce périple, c'est de retomber sur les vieux jeux vidéo que j'avais développés à l'époque. Quand j'avais environ 10 ans, que j'avais découvert les jeux indépendants et que j'apprenais qu'il existait des moyens de créer soi-même son jeu parfait, j'ai complètement pété un câble. J'ai demandé à ma mère des bouquins pour apprendre le C++, le C# et le Java à mon anniversaire. J'ai téléchargé tous les outils possibles, même les plus infestés de malware, et comme tout était trop compliqué pour mon petit cerveau de l'époque, j'ai fait comme beaucoup et j'ai utilisé GameMaker, un moteur de jeu simplifié mais quand même complexe qui a permis notamment le développement de jeux comme Undertale et Hotline Miami, tout en étant à l'époque et également aujourd'hui, si j'ai bien compris, complètement gratuit. J'ai fait des tonnes de jeux plus injouables les uns que les autres, avec des mécaniques bancales et des gameplays robustes, incompréhensibles et incohérents, et y rejouer a été un énorme plaisir. Mais tu m'étonnes. Sauf pour un point. Un point qui m'a pas mal dérouté et qui m'a mis légèrement mal à l'aise. Tous ces jeux étaient des jeux abandonnés. Aucun d'entre eux n'a jamais été terminé. Et ça leur donne une atmosphère étrange. Je sais personnellement pourquoi ces jeux se sont arrêtés là où ils se sont arrêtés. Mais je pouvais pas m'empêcher de penser que pour quelqu'un d'extérieur à mon processus, ces limites pouvaient paraître flippantes. Un jeu sur Slenderman où seul un téléphone fonctionne et ne donne sur rien, des maps qui s'arrêtent abruptement, donnant sur un vide complet dont on ne peut que tomber, des jeux d'horreur avec un design sonore angoissant mais où aucun élément d'horreur n'arrive jamais, un jeu aux textures disparues, où un personnage de creepypasta te saute au visage sans explication, un autre jeu sur Slenderman où celui-ci t'approche sans que rien ne se passe, des tonnes de jeux pas finis qui, à cause de leur aspect vide, donnent l'impression que quelque chose se cache. Et ce sentiment bizarre, c'est le point de départ du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. C'est le truc que j'ai le plus ressenti tout au long de ma recherche autour de ce sujet. Il y a 2 ans, quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire de parler d'un jeu appelé Basilisk 2000. Il me le présentait comme un vieux jeu qui n'a jamais été publié, mais dont se traînait sur internet une version jouable dans un éditeur de niveau. Le cadavre d'un jeu mort-né ne comptant que quelques éléments fonctionnels. Ce jeu faisait partie d'une série de 2 jeux dont le précédent opus, Basilisk sur Super NES, n'est jamais sorti non plus. Tous les éléments étaient là pour m'intéresser. Un peu des éléments de Lost Media, une série de jeux dont aucun des opus n'a jamais sorti. C'était intriguant. J'ai mis le sujet dans la pile de sujets à traiter et j'ai continué à travailler sur le findings que j'avais déjà prévu de faire. Sauf que quand je l'ai déterré récemment et que j'ai commencé à me pencher sur ces jeux jamais finis et supposément vides, je me suis rendu compte que c'était pas des jeux anodins du tout. Et qu'ils cachaient un énorme secret qui pourrait peut-être expliquer pourquoi ces jeux ne sont jamais sortis. Parlons du mystère de Basilisk. Je demande, c'est du maïs cuit à l'eau. Enlève, tu sais, jus de conserve, tu mets ça de l'eau dans une poêle.
Un peu de sauce sucrée. Oui, la vidéo est longue. Ça faisait depuis quelques mois que j'avais envie de parler de Basilisk. C'est un sujet qui est entré dans mon cerveau il y a quelques mois et qui est resté depuis. Mais avant de commencer la vidéo, il est important pour moi de placer 2-3 choses qui vont être très importantes pour la suite. Comme vous le voyez, la vidéo elle est longue et il y a une raison pour laquelle elle est longue. D'abord, dans un premier temps, j'aimerais que vous ne postiez de commentaires sur le sujet qu'une fois que vous avez terminé de regarder la vidéo. C'est important parce qu'il y a des éléments qui vont paraître bizarres au cours de la vidéo et c'est normal. C'est également pour ça que je vais vous demander de garder pour vous tous les trucs qui vont vous faire tiquer. C'est une histoire qui va paraître très chez Père. Et vous allez peut-être avoir l'impression qu'il y a des trous partout. Sachez qu'on va aborder pourquoi au fur et à mesure de la vidéo, mais gardez ça à l'esprit pour la fin, c'est important. Ensuite, il est important pour moi de vous dire que cette vidéo, elle a été faite à l'aveugle. Je n'ai vu aucun contenu sur YouTube sur le sujet de Basilisk. Je sais qu'il y a une vidéo du youtubeur que j'aime beaucoup, Sagan Hawks, qui en parle en détail. Je n'ai pas vu cette vidéo non plus. Et au moment où j'ai découvert le sujet, pareil, j'y allais à l'aveugle. Ensuite, et c'est la dernière chose que je dirais avant de commencer la vidéo, cette vidéo elle a une ambiance beaucoup plus dans la progression que d'habitude. Ça va aller crescendo tout du long au niveau de l'histoire, donc n'hésitez pas à vous immerger dans l'atmosphère et dans les bonnes conditions. Et je vous invite à lentement tomber dans le mystère comme moi j'y suis tombé. Sur ce, commençons. Commencer cette histoire, c'est assez compliqué, car il existe très peu d'informations sur Basilisk sur internet. Le jeu avait complètement sombré dans l'oubli avant 2022, on n'en trouvait absolument aucune trace. Et tout ça, ça a changé quand un certain Kyle Tubman, passionné de jeux vidéo rétro et de Lost Media, a décidé de traquer la moindre trace de ces jeux. Quelque part dans les années 90, un studio de développement inconnu a commencé le projet Basilisk, censé être un RPG à l'ambiance dark, allant à l'encontre de l'ambiance plus enfantine des jeux de l'époque, avec des graphismes simili 3D assez révolutionnaires pour les limites de la console qui semblait incapable à l'époque de créer les images que vous vous apprêtez à voir. Le truc, c'est que ce jeu, dont on ne sait absolument rien, n'a jamais été fini. Et tout ce qu'il en reste, c'est une cartouche et quelques ROM, c'est-à-dire des copies du code de la cartouche du jeu, qui se baladaient sur internet. Ces ROM, elles ont été oubliées au cours du temps, et Kyle Tubman a donc décidé de prendre toutes ces ROM et de les réarranger pour qu'au final, une version du jeu non finie puisse fonctionner, et ce sous la forme d'un fichier au format .smc. C'est l'extension de fichier destinée aux ROM de Super NES. Pour lancer une ROM d'un jeu rétro, il faut un émulateur, c'est-à-dire un programme qui copie le fonctionnement d'une console pour permettre du coup la lecture du code contenu dans les cartouches. Sauf qu'avec un émulateur, on peut faire bien plus que juste lancer un vieux jeu vidéo. On peut aussi contrôler tous les aspects de ce jeu vidéo. Et en l'occurrence, on peut faire ce qu'on appelle des save states, des sauvegardes du jeu dans un état précis qu'on peut relancer quand on veut. Ça permet quand on joue à un jeu par exemple de revenir en un clic à un niveau précis de ce jeu avec à chaque fois les mêmes objets, les mêmes points de vie, etc. Émulateur Home Session gratuit sur PC. Très vieilles consoles où la plupart du temps il était impossible de sauvegarder. Pourquoi je précise tout ça? Parce que pour l'instant on peut dire que ça sert à rien, vous n'avez pas besoin d'une leçon sur les émulateurs pour jouer à un jeu. Sauf que là c'est important. Comme le jeu est pas fini, les transitions entre les différents niveaux n'existent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir d'un niveau. Donc Kyle Tubman a pris les différents endroits du jeu codés par les développeurs et il les a rendus faciles d'accès à l'aide justement de save states. Il suffit juste de sélectionner une des save states et ça va t'amener du coup à un de ces niveaux qu'on ne peut pas atteindre sinon. Kyle nous fournit également avec le téléchargement du jeu un émulateur, SNES i+, et donc ouvrons ce logiciel, sélectionnons la ROM et lançons-la. Et vous allez comprendre pourquoi ce premier jeu, contenant pourtant très peu de contenu, avait déjà à l'époque fait réagir autant de gens. Quand on lance la ROM de Basilisk, on se retrouve avec un écran titre assez lugubre. On entend un bruit de vent sifflant et cette image d'ossement éclairée en rouge. Basilisk se traduit en français par basilic. C'est le nom d'une créature mythologique assez célèbre, qui est connue pour son venin, mais surtout pour son regard mortel. La forme du basilic change en fonction de l'époque et de la culture, mais il s'agit généralement d'une figure de serpent, parfois avec des ailes, parfois avec des pattes. Bref, c'est pas toujours très clair, mais il y a traditionnellement cette idée générale d'un hybride entre un reptile et un oiseau, souvent un coq. Cet ossement visible sur l'écran titre serait donc celui d'un basilic, et tout le scénario de ces jeux auront pour centre cette créature. Gardez donc ça en tête, et appuyons sur Start. L'histoire se passe sur les terres fictives de Mycenae. D'ineffables épreuves frappent le royaume, un temps de famine. Le roi lutte pour subvenir aux besoins de son peuple et allouer de la nourriture aux paysans. Vous, un simple chevalier, êtes envoyé pour écouter les citoyens. Mais il est peut-être trop tard. Quand vous arrivez en ville, rien n'est comme vous vous attendiez. La ville est déserte, les bâtiments ont disparu, et il y a un hurlement strident dans l'air. En une transition abrupte, on est plongé dans les ruines du village qu'on venait de nous décrire. Et l'ambiance est vraiment lourde. On avance dans le noir complet, dans une forêt extrêmement simpliste, le tout avec un rythme très lent.
On entend des hurlements lointains, On pense au jeu Don't Scream là. le bruit des feuilles contre le vent. Dès lors qu'on arrive au bord de la map, celle-ci affiche un noir complet, qui nous téléporte à l'autre bout dès lors qu'on le franchit. Et aussi, ça ne ressemble pas vraiment au graphisme de Super NES. Genre, c'est beaucoup trop bien géré comme 3D pour la console. C'est bizarre, on va mettre ça de côté et on en reparlera plus tard. Mais bon, c'est bien une ROM de Super NES, il n'y a pas d'erreur sur ça. En bref, l'ambiance dès le départ est posée. Et c'est pas clair de savoir Oui, si c'est le vrai que côté ça shake angoissant et est tout, voulu, c'est un ou peu. si Ouais. l'ambiance est conditionnée par le fait que le jeu ait été abandonné. À force d'errer sans but, on finit par croiser quelque chose. Une étrange structure en pierre, menaçante au milieu des bois. L'obélisque émet un bourdonnement et provoque une sensation de chaleur au toucher. Et puis après, tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à explorer le rien de l'environnement du jeu, dans cette lenteur écrasante, jusqu'à ce qu'on croise quelqu'un se démarquant de l'obscurité. Franchir cet espace ne te mènera nulle part. La veine qui connecte les deux mondes. Je m'appelle Scratch, je suis une sorte de vagabond avec une certaine renommée. Sur ton chemin vers la ruine, tu devrais être aux aguets. C'est bizarre et c'est incompréhensible, mais on va noter toutes ces infos, peut-être qu'elles seront plus explicables plus tard. Après cette rencontre, j'ai continué à errer dans la forêt sans jamais tomber sur quoi que ce soit de différent. Puis je me suis rappelé que l'émulateur avait des save states utilisables pour aller dans d'autres niveaux du jeu, et j'ai donc sélectionné la première disponible. Ok, Oui, vu que, c'est légèrement vu différent. que les levels sont pas Il s'agit connectés. à nouveau d'une forêt avec une ambiance sonore moins menaçante, juste le vent filant autour des feuilles de la forêt. 2 secondes, les refs. Vraiment, littéralement, 5 secondes. Hop. Hop. Nyeh. Légèrement plus boisé que la première fois. Cette fois-ci, dans cette forêt, je n'ai trouvé qu'un seul truc. Oui, je un baisse cercle parce que blanc je sur le sol, une suis à sorte poil, ouais, d'inscription c'est ça. rituelle qui, lorsqu'on interagit avec, affiche cette boîte de texte. C'est ici, il y a 100 ans, que la bête a été vaincue. C'est intéressant, ça veut dire que du coup, dans leur scénario, le basilic, il est déjà mort il y a 100 ans, et si on en croit du coup les prémices du jeu, il serait de retour. Ok, chargeons la save state Alright. 2. Là, c'est vraiment différent. On se retrouve dans un espace absolument pas fini, une pièce entièrement plongée dans le noir, où Scratch nous attend entouré de 2 murs à peine texturés. Oh, tu y es arrivé. Ce donjon est tout ce qui me reste de l'ancien royaume. Fut un temps, il y avait une belle fille ici, et j'étais amoureux d'elle. Mais elle m'a trahi, et maintenant elle a disparu, comme toutes les autres. Pensez à Amnésia un peu. Je sais pas pourquoi. Si on rajoute à l'ambiance du Ok. jeu des dialogues sans contexte hyper étranges, ça donne un côté très malsain à chaque moment qu'on passe. Ce jeu, c'est la plus petite pièce du puzzle de la vidéo. Et déjà, on dirait que quelque chose de bizarre nous est caché. Encore une fois, si on essaye de franchir le vide sombre autour de Scratch, on ne trouve rien d'autre. Donc passons à la save state suivante, la save state 3. La forêt est plongée dans le brouillard et les arbres sont grisâtres, comme si nous étions après un feu, bloqués dans un nuage de cendres. En marchant à peine, on tombe sur un fantôme. S'il te plaît, aide-moi. Puis un autre. Tu te moques de moi dans l'au-delà ? Et un autre. Et un autre. Certains, lorsqu'on interagit avec Ça, eux, c'est le frisent cadavre des complètement le meufs, jeu, t'empêchant de sortir de leur boîte de dialogue, ce qui te force à recharger la save state. L'ambiance sonore est désolée et sinistre. Comme si on était dans les ruines d'une catastrophe. Passons à la sauvegarde suivante. C'est l'ambiance la plus angoissante qu'on puisse avoir dans ce jeu jusqu'à maintenant. Une atmosphère pesante s'émane de la musique stridente. La forêt est plus épaisse que jamais et le sol Pourcentage, hein. semble absent. C'est comme si on flottait dans une masse noire et profonde. À force de marcher dans cette forêt, on finit par croiser quelque chose. Une créature ressemblant à un calamar ensanglanté, qui ne nous dit qu'une seule information sinistre. Même si tu tues tout, il restera toujours un monstre. Et c'est là qu'émerge une première théorie sur ce jeu. Est-ce que le jeu semble indiquer que le joueur, ou du moins le personnage contrôlé par le joueur, est responsable dans son scénario de la tragédie du monde qui est décrit ? Sommes-nous la personne qui a réduit la ville à feu et à sang, la remplaçant en une simple forêt ? Est-ce que c'est nous qui avons tué les fantômes qu'on croisait dans le précédent niveau ? Essayons de charger la save state 6 pour savoir si elle nous donne plus d'informations dans ce sens. C'est la première fois qu'une save state nous amène à quelque chose qui n'est pas un niveau. C'est en fait un mode démo. Les modes démo aujourd'hui ça existe beaucoup moins, mais c'était des trucs qui tournaient lorsque tu laissais ta console allumée sur un écran titre. Et en gros, ça faisait jouer le jeu, soit de manière aléatoire, soit avec des inputs déjà entrés, pour montrer aux joueurs ce à quoi pouvait ressembler une partie de jeu si celui-ci laissait la télévision allumée trop longtemps. Le tout était fait pour te Oui, donner c'est envie de vrai. jouer au jeu et de montrer des portions de celui-ci plus difficiles à accéder. Mais cette démo, elle est différente. Notre personnage, il effectue un pattern où il se déplace dans le vide, il s'approche d'un PNJ ressemblant à un villageois et il l'assassine, avant de se réorienter mécaniquement dans une autre direction, avant de trouver son autre victime. Le tout se fait dans un silence de mort assez bizarre. Et à un moment, lors de cette machinale série d'élimination, notre personnage finit par croiser le chemin de Scratch, qu'il ignore complètement.
comme s'il était complice de ce massacre. Et à un moment, la démo finit par boucler. Clairement, c'est encore un indice qui va dans le sens de ma théorie. On est responsable de la tragédie qui se passe dans l'univers. Lançons la dernière save state disponible et voyons si on a des réponses à nos questions. On se retrouve dans un couloir, le couloir d'un château, probablement destiné à être une des dernières zones du jeu. On voit une lumière éblouissante au bout de celui-ci, et l'autre bout du couloir est bloqué par un tas de pierres. Dans le couloir, une ombre nous attend. C'est celle de Scratch, toujours et encore un témoin silencieux de l'histoire. On dirait que nulle part n'est sûr, même pas un château, et dire que le basilic a fait tout ce chemin jusqu'ici. Tu te rends compte ? Franchissons le tunnel. L'ambiance change abruptement. On se retrouve dans le noir complet, sur le sol d'une forêt où tous les arbres auraient disparu. Tout ce qu'on peut faire, c'est avancer, car des murs invisibles nous empêchent d'aller autre part que tout droit. Et si on avance suffisamment, on voit brièvement un œil nous attendant dans le noir. Et game over. Cet œil jaune paraît comme celui d'un serpent, mais la peau autour de celui-ci indique plutôt qu'il s'agit de l'œil d'un homme. C'est très étrange et très sombre comme fin. Et ça laisse avec beaucoup de questions. Basilisk sur Super NES, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est qu'une toute petite pièce du puzzle. Mais déjà, la première fois où j'y ai joué, je me suis douté qu'il devait y avoir des trucs cachés à l'intérieur que j'avais ratés. Le jeu n'étant pas fini, il doit forcément y avoir des petits trucs qui se cachent ici et là. Donc j'ai relancé le jeu en espérant trouver d'autres trucs, et j'ai rien trouvé de différent dans les premières save states, jusqu'à arriver à celle avec les fantômes. À force de me balader indéfiniment à l'intérieur de la forêt, j'ai fini par trouver une épée rouge. C'est que t'as pas de point de repère, donc comment tu peux savoir ça? Et là, il se passe une chose très anormale. Quand on change de save state, on garde l'épée. C'est profondément pas possible, normalement. Comme je vous l'ai dit, les save states, ça copie le code, l'état du jeu dans lequel t'es, parce qu'il n'y a pas de sauvegarde, et il te le recharge de manière identique. Normalement, l'épée ne peut pas se déplacer de save state en save state. C'est comme si ce jeu dépassait les limites de sa cartouche, en recodant la console ou l'émulateur dès lors que tu sélectionnes l'objet, ce qui est super bizarre. Mon premier réflexe, une fois l'épée ramassée, c'était d'essayer de tuer tous les PNJ que j'ai pu trouver dans les niveaux, ce qui n'a d'ailleurs jamais fonctionné. On peut pas l'utiliser cette épée. J'ai continué donc à arpenter les niveaux sans rien trouver jusqu'à ce que j'arrive dans le dernier. Si on franchit le tunnel avec l'épée, qu'on se retrouve à nouveau dans le couloir extérieur plongé dans le noir et qu'on avance, on se retrouve non pas en face du basilic, mais en face d'un simple chevalier. Et si vous vous approchez suffisamment de lui, l'écran coupe et un écran de fin apparaît, avec un son calme de nature et une épée qui a l'air plantée dans le sol. Ok, qu'est-ce qu'on peut interpréter de ce premier jeu? Avant de me pencher sur le deuxième opus de la série de jeux Basilisk, laissez-moi vous donner une légère interprétation de ce jeu-là, car ça va mettre en place plein d'éléments utiles pour comprendre le second opus de cette saga avortée. D'abord, récapitulons un peu le lore de ce jeu. On est situé au Moyen-Âge, dans une région appelée Mycenae, en proie à une immense famine, et visiblement, de ce qu'on voit du jeu, une sorte de fin du monde. Le monde a l'air terrorisé par une entité, un basilic, sauf que le jeu vous donne plusieurs signaux selon lesquels vous êtes la personne ou la créature qui terrorise le monde. On a ce mode démo où on vous voit terrasser des villageois. Il y a également cette phrase qui est assez transparente et évidente. Même si tu tues tout, il restera toujours un monstre. Et si on l'analyse avec l'angle de cette théorie, on se rend compte que le monstre en question qui restera, en fait, c'est le joueur. Et on a également le fait que, bizarrement, quand vous êtes quelque part, il n'y a soit rien, soit des monstres, soit des fantômes qui ont l'air perdus et déboussolés, soit Scratch. Et c'est intéressant que ce vagabond s'appelle Scratch, car Old Scratch ou Mr. Scratch, voire même Scratchy, c'est un surnom commun en anglais pour parler du diable. Et dans ce sens, sa présence lorsque vous butez des gens dans la démo est compréhensible. Et la théorie principale qu'on peut avoir donc pour l'instant sur ce jeu, c'est que la grande menace du royaume, c'est nous. Et que le chevalier qu'on voit à la fin, c'est celui qui va nous terrasser. Et c'est lui en réalité qui a été envoyé par le roi comme il est écrit dans l'introduction. L'introduction ne parlait donc pas du joueur. Le jeu s'appelle juste Basilisk, car on joue le basilic, ou du moins quelque chose qui le représente. Un tueur sanguinaire. C'est aussi pour ça que l'œil de basilic qu'on peut voir dans la mauvaise fin est en fait entouré de peau humaine. C'est un humain qui est corrompu par le basilic, ou alors le basilic est humain. Et la bonne fin, si on la regarde légèrement différemment, c'est pas une épée tombée au sol. Si on interprète cette image comme étant du point de vue du joueur, c'est une épée plantée dans notre torse. Le monde est sauvé car le joueur, influencé par le diable,
a été terrassé par un chevalier ou alors s'est planté l'épée en lui. C'est très simplement expliqué, c'est très court et assez vide comme jeu, mais ça va nous servir de base pour plus tard. Il n'est pas très clair de savoir qui a développé ce premier opus. Même la cartouche qu'on nous présente et le jeu en lui-même semblent être un peu étranges. D'abord la cartouche, elle est de couleur bizarre, voilà, on a un rendu 3D qui nous est présenté, et normalement tu devrais avoir un éditeur dessus, etc. Tu devrais avoir des informations supplémentaires, mais il semblerait que peut-être ce jeu soit un jeu pirate, ou alors une copie de démo, etc., mais fait par des gens indépendants, des gens qui n'ont pas vraiment de studio de développement. Mais on sait en tout cas qu'autour de la fin des années 90, un studio de développement américain a mis la main sur cette ébauche du jeu et a mis en développement un jeu du nom de Basilisk 2000. Et là, il faut que j'arrête, parce que tout le reste de la vidéo va parler que de ce jeu. Et je vous invite vraiment, parce que c'est fascinant, d'aller regarder l'archive du jeu qui a été postée sur itch.io et qui coûte 2$. C'est une archive du jeu, et vous allez comprendre, c'est un peu bizarre hein, comme truc. Et à n'importe quel moment de la vidéo, si vous commencez à comprendre un peu le délire et comment ça fonctionne, je vous invite à aller jouer au jeu. Je vais pas faire de rappels régulièrement, etc. Mais c'est une expérience très déroutante que je vous invite vraiment à faire vous-même. Si vous n'avez pas envie, le reste de la vidéo est pour vous. Ok. C'est à nouveau ce certain Kyle Tubman qui nous donne accès au jeu et il nous donne également un petit message dans un fichier README lorsqu'on le télécharge. J'imagine que l'équipe de développement n'a pas atteint ses objectifs ou que l'éditeur n'était pas très impressionné, mais il y a beaucoup de choses à voir ici. Comme le précédent jeu Basilisk sur Super Nintendo, le jeu n'a pas été terminé et possède d'étranges additions qui sont à moitié enlevées. Je ne sais pas s'il s'agit d'une suite directe ou d'un successeur spirituel, mais comme le premier jeu n'a jamais été vraiment publié, voilà. Il continue son message en disant que le jeu n'a jamais été archivé sur internet et qu'il a eu un coup de bol en achetant le disque lui-même sur eBay. Il explique également que le jeu n'est pas jouable dans sa forme actuelle, mais qu'il est possible d'explorer l'épave du jeu à travers son éditeur de niveau, un programme utilisé par les développeurs pour permettre de construire des maps facilement. On va donc utiliser un outil de développeur pour se balader dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va pas jouer au jeu en lui-même quoi. Et du coup, il y a des choses qui ne sont pas présentes dans un éditeur de niveau. Par exemple, l'IA des personnages, les personnages qu'on va croiser, etc., les PNJ et les monstres qu'on va croiser ne seront donc pas animés. Kyle Tubman explique aussi un peu plus loin le lien entre les deux jeux. Apparemment, il n'y aurait pas eu de communication entre les deux teams qui ont bossé dessus, mais il pense que certaines parties du code de l'ancien jeu ont été utilisées, ce qui fait très peu de sens. Il n'y a rien à voir avec la Super NES et un jeu PC. Il dit également que pour faire fonctionner le jeu de manière plus stable et sur toutes les versions de Windows, il a utilisé le moteur de jeu Unity pour transmettre le jeu et le rendre plus compatible. Il finit sa note en disant qu'il a essayé de contacter les anciens développeurs, mais que leur bureau n'existait plus, et le seul numéro de téléphone qu'il a trouvé ne fonctionnait pas. Alors au vu du peu d'informations qu'il y avait sur Basilisk 2000, j'ai décidé de foncer à l'aveugle. L'objectif c'était de voir ce que le jeu, seul, pouvait me dire par lui-même sans l'influence extérieure. Voilà mon voyage déroutant dans les fichiers du jeu de Basilisk 2000. Oh, dinosaure en plus. Quand j'ai lancé Basilisk pour la première fois, je me suis retrouvé avec cette interface vide. On est sur un outil de développeur, c'est important de comprendre à quoi servent chaque bouton, donc laissez-moi vous la décomposer. D'abord, en haut à gauche, on a des paramètres globaux du jeu. On peut régler le volume en l'écrivant en allant de 0 à 1, on peut régler la sensibilité de la souris, on peut changer la distance de rendu du jeu, et on a juste deux trucs qui sont pas expliqués, Big Window et PL Weapon. Pour l'instant, rien ne change quand on change les valeurs. Ensuite, on a une sorte de console texte sur laquelle on peut écrire deux commandes. D'abord la commande load, suivie par le nom d'une map, qui sont appelées ici des cellules par le logiciel, et enfin reset, qui permet de recharger la map sur laquelle on est situé. Ici, on a une liste d'objets, enfin de trucs, d'entités présentes sur la map, et là, on a un petit écran où on peut jouer des bruitages et des musiques devant servir pour le jeu. Et certains d'ailleurs ont des noms un peu chelous. Cet écran qui est tout gris, c'est notre vue en 3D. Mais pour l'instant, on est dans un projet vide, donc on va se pencher dessus quand on ira dans une map. Et enfin ici, on a le dernier élément de l'interface. On a accès à des notes qui donnent des petits commentaires sur le niveau qu'on a chargé. J'ai donc vu instantanément que la note de cette map complètement vide demandait au développeur de faire commencer le joueur sur la map Havenwood. Bizarrement, le nom de la map, il est écrit en jaune. Et si on essaye de charger Havenwood avec la commande load, la map du même nom se charge. Donc, voyons un peu cette première map. Avant de commencer à se balader clairement dans le jeu, il va falloir passer par quelques étapes d'explication. C'est important qu'on soit tous sur la même page parce qu'une fois que tout sera expliqué, tout ira beaucoup plus vite.
Dans cette fenêtre, on a accès à l'environnement 3D du jeu. Les boutons à gauche permettent de changer l'aspect du jeu, faire apparaître les polygones, enlever les ombres, mettre les effets d'ambiance comme le brouillard, activer ou non la végétation, etc., etc. La plupart du temps, je vais essayer de mettre tous les effets pour avoir un maximum de rendu et d'ambiance. Le dernier bouton, il a pas l'air de fonctionner. Ça aurait pu être un truc pour sauvegarder les modifications apportées à la map, mais en vrai ça ne fonctionne pas. Ça aurait probablement fonctionné si le jeu n'avait pas été emballé sur Unity, etc., mais maintenant ça ne fonctionne plus. Et enfin, il y a ce bouton, et si on clique dessus, on peut se déplacer sur la map. Alors d'abord j'ai eu envie de me balader un peu dans les lieux à pied pour voir comment le jeu fonctionne quoi. Je me suis dirigé vers ce personnage qui est très mal texturé. C'est une très belle journée en effet. Un chien qui aboie quand je m'approche de lui. Tu as intérêt à ne pas causer de problème ici, je surveille. Cette ville est paisible, tu as intérêt à être bon. On voit aussi cet empilement de parallépipèdes qui est censé être une statue du chevalier déchiré, ou Torn Knight en anglais. Et ça, un truc avec écrit Error qui nous dit bonjour à toi, nom du joueur. Bienvenue à Havenwood, notre petite ville tranquille. Alors ce genre de modèle 3D avec écrit Error, là, voilà, comme vous le voyez, c'est pas anodin du tout. Dans un jeu, parfois il y a un bug et un objet manque de texture ou de modèle 3D. Et dans ce cas-là, il faut bien quelque chose pour la remplacer. On appelle ça des textures ou des modèles placeholder qui vont être mis à la place en attendant que quelque chose soit rajouté ou alors si quelque chose manque. Un des exemples les plus connus de ce genre de texture de remplissage, c'est le Pokémon Missing No dans Pokémon, littéralement Missing Number, qui est le Pokémon qui apparaît si jamais tu tombes sur un Pokémon qui a un identifiant qui n'existe pas. Donc cette statue là par exemple c'est un placeholder, elle a pour vocation d'être remplacée dans le futur par un truc qui ressemble à une statue, mais le développement n'a juste pas été terminé. Et là ce truc qu'on vient de voir, ça devait probablement être remplacé par un PNJ ou un panneau. Les objets erreurs, on n'est donc pas censé pouvoir les voir. Dans le jeu normal, ils sont censés donc être invisibles. Et ils peuvent donc marquer l'endroit où le joueur apparaît par exemple, comme on le voit ici, ou alors mettre un commentaire sur le fait qu'il faut démarrer une quête. On apprend également le fait que Havenwood est l'endroit où le joueur doit apparaître une fois qu'il est sorti d'un niveau appelé Open Scene. Et c'est la deuxième fois que le nom d'une map est écrit en majuscule et en jaune. Donc ça doit probablement être le formatage de base pour le nom des maps. Donc la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive load Open Scene dans la console et oui, ça démarre un truc. Et d'ailleurs, ça prend l'intégralité de l'écran car c'est une cinématique. Vous avez voyagé loin, d'abord par bateau puis en calèche jusqu'au royaume de Mycenae. Un fléau se répand à travers les terres et le roi offre une récompense à celui qui trouvera une solution. Les nuits deviennent de plus en plus étranges, des lumières serpentines les traversent comme de l'eau, et les jours deviennent de plus en plus chauds et secs. Les cultures meurent et bientôt viendra la famine. Et maintenant, vous arrivez à Havenwood, votre village d'enfance. Ok, donc il commence à y avoir pas mal d'infos sur le lore là. On va commencer à noter les trucs. Les éléments de lore, on va essayer de les noter ici au fur et à mesure de la vidéo. D'abord, le jeu se passe dans le même lieu que le jeu Super NES, le royaume de Mycenae, dans les mêmes circonstances que celui-ci. C'est-à-dire une énorme famille. On ne sait pas qui ou ce que le joueur est, mais on sait qu'il a grandi à Havenwood. Il existe également une figure importante pour les membres de ce royaume, un certain chevalier déchiré ou Torn Knight. On verra si ça a de l'importance plus tard, continuons d'explorer. En levant les yeux au ciel, j'ai vu un chat sur le toit et plusieurs trucs visiblement cachés dans des zones inaccessibles, car notre personnage ne peut pas sauter. C'est là qu'on peut tout simplement quitter le mode d'exploration à pied et qu'on peut, en cliquant sur l'écran et en appuyant sur Z pour avancer, voler. Et pas seulement, on peut aussi traverser les textures et sélectionner des objets. On appelle ce mode-là le mode no clip, interdit de rire. Tout simplement parce qu'on peut clipper à travers les objets et les textures, c'est-à-dire les traverser. Le fait de pouvoir sélectionner des objets, ça nous permet donc d'interagir avec par exemple ce chat sur le toit. On peut aussi le rendre énorme si on veut, on peut le changer de position, d'angle et on peut voir qu'il a 50 points de vie. Si on les met à 0, on... Ah, il est mort. Ah merde, oh merde, je suis désolé. On peut aussi interagir avec ce PNJ bloqué à l'intérieur de cette maison qui nous propose de boire un verre, même si visiblement son bar n'a pas été modélisé. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que le jeu a été laissé très vite à l'abandon. Par exemple, de cette cheminée, on voit des particules de fumée qui sortent et sur cette cheminée-là, aucune particule n'est visible. À la place, on a un objet qui est décrit comme un placeholder pour des particules de fumée. C'est-à-dire que l'arrêt du développement a été tellement abrupt qu'un développeur n'a même pas eu le temps de copier-coller cet objet pour le mettre sur l'autre cheminée. Et aussi, vous voyez cette liste d'objets, censés être les objets présents sur la map? Le chat qu'on vient de voir. Il n'est pas présent sur la liste. Donc ça aussi c'est cassé. Cette fonctionnalité ne marche pas. Le jeu a donc été abandonné dans la hâte. Pourquoi? Aussi, un truc qu'on remarque à force de sélectionner des objets, c'est cette statistique, le niveau d'obscurité, qui reste inexpliqué. Chaque truc vivant en a un, c'est
C'est pas très clair à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est décrit en pourcentage. Si on se décide à marcher dans le chemin menant à l'extérieur du village, on tombe sur un chariot abandonné, probablement la calèche qu'on a utilisée pour voyager. Puis le chemin se sépare en deux. À gauche, on trouve une petite clairière avec des fleurs et arbres entourant une statue, qui est décrite comme une statue du chevalier déchiré, le même Thornhight qui était présent dans le village. Et il nous observe dans le silence. En tournant plutôt à droite, on trouve plusieurs panneaux, un indiquant Evenwood et l'autre indiquant une autre map, qui est appelée Crossroads, en français, la croisée des chemins. Et c'est là qu'on va sortir un autre truc pour prendre des notes, parce que si on commence à aller dans toutes les maps qu'on va croiser, ça va très vite devenir le bordel. Donc on va les noter de côté, à chaque fois qu'on tombera sur un truc écrit en jaune et en majuscule, et à chaque fois qu'on explorera un niveau, on choisira dans cette liste la map suivante. Et à ce moment-là de la map, le chemin s'arrête abruptement. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir vraiment explorer. Je suis allé en dehors du chemin tracé, j'ai commencé à marcher dans les collines crudement modélisées, pensant trouver un terrain vide. Mais au loin, j'ai vu des oiseaux dans le ciel, à un autre endroit que le village d'Evenwood. Je me suis doucement approché d'eux, et lorsque j'ai franchi cette colline, je me suis retrouvé en face de ça. Un cimetière, jonché de plusieurs dizaines de tombes, toutes attribuées à des noms moyenâgeux. Au milieu de ce cimetière, il y a un villageois. Je continue de venir, bien que ma famille ne soit pas ici. Il n'autorise pas ceux qui sont touchés par la malédiction du serpent à être enterrés ici. Le royaume n'est donc pas que touché par une famine, mais aussi par une étrange malédiction. Une sorte de maladie, une sorte de sort, amenant ses victimes jusqu'à la mort. Un simple panneau à l'entrée du cimetière nous donne le nom de ce lieu, le cimetière de Croftmore. Mais le moment où j'ai compris que le voyage dans ce jeu serait beaucoup plus étrange et flippant que ce que je pensais, c'est un détail qui apparaît lorsqu'on quitte le mode pour se déplacer à pied, et qu'on décide de traverser le sol. Quand ça a été modélisé ça? Sous chaque tombe, on trouve un cadavre, flottant dans le vide du jeu. Aucun de ces corps ne peut être sélectionné jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en réalité, c'est un élément de la tombe elle-même. Il n'y a aucun intérêt pour les développeurs de mettre ça là. Bah oui. C'est un gâchis de ressources et de temps pour une époque où il fallait économiser chaque polygone pour être sûr que ton jeu puisse tourner. Et c'est comme si les développeurs essayaient de nous envoyer un message à quiconque essaierait de disséquer la carcasse du jeu. Définitivement, quelque chose d'étrange se passe avec ce jeu. J'avoue que c'est et pour bizarre. résoudre son mystère, il va falloir creuser. À ce moment-là, j'étais intrigué. J'ai voulu chercher si d'autres trucs étaient cachés. Je suis d'accord. Genre, par exemple, cette maison. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Putain, il y a un autre cadavre? Le cadavre mutilé de ton rival d'enfance? Quoi? Ça devient tout de suite plus intéressant. Si on essaye de chercher un peu dans Evenwood, on se rend compte que beaucoup d'éléments sur la map sont super inquiétants. Un homme dans une maison, disant « Je ne peux pas aller à l'extérieur, je ne veux pas contaminer quelqu'un ». Si on part plus loin, au bord de la map, on peut trouver un PNJ disant « Je meurs de faim, j'espère qu'il y aura de la nourriture à Taurus ». On va noter le nom de cette map. Il y a également un simple objet, sans le moindre modèle 3D, qui est impossible à sélectionner mais qui coupe la musique en la remplaçant par ce son froid et calme. On trouve aussi un campement de gobelins avec dans une de leurs huttes un homme nous demandant de les tuer pour le sauver et dans une autre un chat mort. Les gobelins, comme absolument tout dans le jeu, n'ont pas d'IA, ils ne se déplacent pas et n'interagissent pas avec le joueur. Si on met la vie de chaque ennemi gobelin à 0, un son se joue. Et si on va voir le PNJ enfermé, il a changé de position et dit maintenant « Merci, ces vilaines bêtes m'avaient enfermé car j'avais noyé un de leurs chats ». Clairement, ça c'est un des rares cas dans le jeu où on va avoir les vestiges d'une quête. Plus loin, au milieu de nulle part, on croise un marchand. Bonjour, je suis un marchand en chemin vers Evenwood. En revanche, je semble m'être perdu. À côté de sa charrette, on voit 3 objets sans texture ni modèle, un hameau en acier, une armure en fer et une pièce d'un médaillon de serpent avec Rite écrit dessus. Étrange, on va marquer Rite dans la liste de maps à parcourir. Mais la chose la plus étrange qu'on trouve dans cette map, c'est un truc au milieu de nulle part. Un simple cube qui n'a pas la moindre texture. Dites-vous que pour trouver ces détails cachés, il faut pas mal se motiver. C'est pas facile au début de les trouver et c'est au contraire assez facile de les rater. Et c'est particulièrement le cas pour ce cube. Quand on s'approche de celui-ci, on entend une version non finie d'un morceau appelé Sorrow, qui peut être traduit en tristesse, chagrin ou douleur en français. Cet objet a pour nom Idol of Sorrow, l'idole de la tristesse. C'est ce détail-là qui m'a fait me dire qu'il y avait clairement quelque chose de caché dans le jeu, et qu'il y a au moins un développeur qui essaye de nous transmettre un message. À ce moment-là, j'avais en note plusieurs endroits où aller.
J'ai donc décidé que j'allais, pour l'instant, prendre les chemins les plus logiques pour suivre la trame normale du jeu. Ici, le chemin le plus logique, c'est celui que le game design semble nous indiquer quand on lance la map, c'est-à-dire de suivre le chemin et d'aller vers Crossroads, la croisée des chemins. Donc, chargeons Crossroads. Crossroads se présente un peu comme une map de route, ces endroits dans les RPG où on croise de nombreux monstres et autres voyageurs. Dans les notes du niveau, on voit un truc intéressant, un message laissé par un certain David B. C'est pas mal pour l'instant. C'est intéressant, c'est la première fois qu'on a le nom d'un développeur. Comme j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de bizarre avec le développement du jeu et que quelque chose se cache et que les développeurs essaient de nous dire quelque chose, on va séparer notre fiche de lore en deux, avec l'histoire du jeu et l'histoire du développement. Essayer de comprendre un peu qui est derrière le jeu. Et pour l'instant, on va y mettre David B et le fait que le jeu ait été arrêté un peu à la hâte. Crossroads a presque l'air plus abouti qu'Evenwood. Il y a une vraie ambiance avec des feuilles qui tombent, des arbres différents les uns des autres, certains sans feuilles. On apparaît juste en face d'un triple panneau indiquant 3 directions. Revenir sur nos pas nous amène à Evenwood, donc on est bien dans la continuité du chemin de la map précédente, un qui amène à Chapelle 00, marquons ça dans nos notes, et un autre qui nous amène à Nemours. Revenir sur nos pas ne nous amène à rien de particulier, donc revenons à l'intersection et allons à droite vers Chapelle 00. En marchant un peu, on tombe sur une autre intersection avec à gauche une église, et cette église possède à côté d'elle un point d'eau dans lequel nagent quelques poissons autour d'une épée appelée épée standard. C'est dommage qu'il ait été abandonné parce que je pense qu'il aurait pu Par être pas contre, mal. le Hein. nom de son modèle 3D est intéressant, 1G16. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé du paramètre PL Weapon. Ça ressemble pas mal à Player Weapon, PL Weapon, donc l'arme que porte le joueur. Et si on rentre 1G16 dans PL Weapon, on peut équiper l'épée. Ah, il est smart. Ok, maintenant c'est plus clair. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai compris à quoi servait Big Window d'ailleurs, parce que si on met 1 à la place de 0, lorsqu'on contrôle le joueur, le jeu se joue dans une grosse fenêtre. À côté de l'église, on trouve un garde. J'ai fait tout le chemin depuis le château de Mycenae pour voir cette chapelle. Bon, mettons Mycenae Castle dans les notes, et putain, le jeu il a beaucoup de maps quand même pour un jeu pas fini. Lorsqu'on s'approche de l'église, on voit une porte, marquée comme étant une porte vers la chapelle 00. Bon, on va charger cette map là parce que ça a l'air d'être juste une continuité de la map dans laquelle on était. Après, on reviendra en arrière, je vous promets, on va pas s'éparpiller partout. C'est dans une musique douce qu'on entre dans la chapelle. Celle-ci est gardée par 2 soldats. L'un d'entre eux nous dit de rester dans la lumière et l'autre « Je suis en mission, me dérange pas ». Et c'est intéressant parce que celui qui est plus agressif a un taux d'obscurité beaucoup plus élevé que l'autre. Comme si c'était un moyen de déterminer à quel point un ennemi était porté vers le mal en général ou vers la lumière. C'est intéressant comme idée pour un jeu de ce type. Et si ça a vraiment une influence sur l'IA du jeu, c'est plutôt ambitieux. On trouve également en face de l'autel 6 tables avec des écritures donnant plus de contexte à la religion de cet univers. Il y a longtemps, à un âge de famine et de destruction, un chevalier brave se dressa contre le sombre basilic. Le chevalier terrassa le basilic, mais malgré ça, le royaume était toujours perdu. Le chevalier cria de douleur en tant que seul survivant des terres. Il agrippa son épée et d'un coup tranchant se coupa en deux, se séparant en une part de jour et une part de nuit. Sa moitié de jour prit la forme d'une pierre qui tourna sur elle-même sans arrêt avant de se polir en un œuf. Sa moitié de nuit prit la forme d'eau qui coula autour de l'œuf en un cercle et qui se transforma en serpent. Puis la dernière plaque est brisée en deux. Et de leur union, l'humanité naquit. La coquille de l'œuf se brisa et forma de grandes montagnes et des canyons. Et le serpent retomba dans l'eau, créant les océans. Du coup, les bilingues qui me suivent, vous comprenez mieux pourquoi j'ai pas traduit Torn Knight en chevalier déchu, mais bien en chevalier déchiré, parce que c'est littéralement un type qui s'est découpé en deux. Et donc cette statue qu'on voit tant de fois, c'est en fait une figure religieuse dans cet univers, c'est la religion de cet univers. Un ancien chevalier qui se serait tué pour former le monde. Et pour moi, ce que ce texte nous décrit, c'est un peu ce qu'on a vu dans le précédent jeu. Un chevalier qui terrasse un basilic, seul survivant de son royaume, qui finit par se transpercer avec une épée. Mais selon moi, ça permet d'affiner notre théorie. Pour moi, on jouait ce fameux Torn Knight dans le premier jeu. Mais quand il a tué le basilic, il a en réalité tué la part d'ombre en lui-même. C'était quelqu'un qui était déchiré entre le bien et le mal. Dans la mauvaise fin, on nous montrait succombant à la part de mal en nous, influencé par le diable. Dans la bonne fin, on nous montrait comme quelqu'un qui se tuait pour empêcher la tuerie de continuer. Bon, il n'y a plus rien dans la chapelle d'intéressant, donc on peut retourner en arrière. On va revenir au début de la map et allons en direction de Nemours. Le chemin à un moment se sépare et on peut grimper un chemin sur une colline pour trouver une tour au sommet de laquelle un bâton magique doré nous attend, qui une fois équipé fonctionne comme l'épée précédente. Mais lorsque je suis revenu sur mes pas, je suis tombé sur ça. Un PNJ rouge sang, comme les cadavres de la précédente map. Il est arqué et il émet un bruit blanc quand on s'approche de lui. Son nom est un simple point d'interrogation et il ne possède pas de point de vie. Je ne dis pas qu'il est mort, qu'il a les points de vie à 0, juste il a même pas la possibilité d'en avoir des points de vie. Ce n'est tout simplement
pas considéré comme quelque chose de vivant. J'avais presque oublié avec la montagne de l'or que je cherchais des trucs étranges. Et en vrai, cette map n'en possède pas tant. Il y a juste ce PNJ qu'on vient de voir, mais en vrai, on a aussi au sommet d'une montagne 3 membres d'une secte encapuchonnés. Leur niveau d'obscurité est à 100%, et autour d'eux, on trouve de nombreuses tombes en dessous desquelles les mêmes cadavres mutilés sont présents. Ah bonjour, nous semblons avoir perdu notre sainte relique, la sainte épée à croc de serpent. Faites-y attention s'il vous plaît. Il y a donc 2 religions dominantes dans cet univers, une qui célèbre un chevalier et l'autre qui célèbre le serpent, le basilic. On ne trouve rien de plus dans Crossroads, à l'exception d'une tombe derrière la tour. Donc allons dans la direction la plus logique, celle qui était pointée par le panneau avec écrit Nimor. Peut-être qu'on comprendra mieux où le jeu veut en venir. Nimor est une map dans un désert. La ville de Nimor a une atmosphère beaucoup plus sombre que le reste du jeu pour l'instant. Il y a en son centre une potence avec un homme pendu. Un habitant du village désabusé à côté de la scène s'exclame « Quel gâchis !» Les cercueils jonchent l'entièreté de la ville, à peine peuplée. Des mouches arpentent un des toits, attirées probablement par l'odeur de décomposition, comme l'indique ce placeholder appelé rot ou pourriture. En me dirigeant à pied dans la ville, je trouve un marchand proposant une seule marchandise, sans texture, une massue en acier, et dans sa description, on voit écrit 200 tacs en jaune. Et juste pour que vous soyez au courant, on va pas marquer ça dans les maps possibles, même si c'est écrit en jaune, car en vrai, c'est juste le prix de la massue. Les tacs, c'est la monnaie de l'univers de Basilisk, et la raison pour laquelle c'est écrit en jaune, elle est jamais donnée, nulle part. Mais bon, on peut quand même équiper la massue. Un habitant en face d'une des maisons nous implore de l'aider. Ma mère est malade et a besoin d'eau de guérison. Si on traverse la maison avec le no-clip, on trouve sa mère, allongée sur le sol, un serpent agrippant sa tête. Elle n'a que 20 points de vie seulement et 80% d'obscurité. Et sa description est juste « affectée par la malédiction ». Un autre habitant nous dit « de l'eau de guérison ? Non, cet endroit est complètement sec. Demande à quelqu'un d'autre ». On peut voir les vestiges d'une quête qui n'a pas été finie, où il aurait peut-être fallu sauver la mère de cet homme en trouvant de l'eau de guérison. En volant et en explorant la map, on trouve d'abord ce couloir dans le désert, avec un panneau indiquant Crossroads. C'est donc ici que dans le jeu, une fois fini, on aurait dû apparaître, après avoir quitté la map précédente. Si on longe ce couloir, on tombe sur 2 ennemis, qu'on devait probablement terrasser avant de se rendre dans la ville. Au loin, on voit 2 structures, une tour avec laquelle on ne peut pas interagir, et au loin, plusieurs épaves de bateaux au milieu du sable, avec en son centre un étrange symbole appelé Signate, qui mystérieusement possède 20 points de vie. Et ces bateaux, ils te font comprendre un truc, notamment à cause d'un autre détail, ces ossements derrière la ville. Ces énormes ossements sont appelés dans le jeu des baleines des sables, comme si avant, ici, il y avait un océan ou alors au moins un cours d'eau, et que depuis la famine et la sécheresse, celui-ci avait complètement été réduit à sec. Les conditions de cette famine et de cet univers sont au niveau de l'apocalyptique. En continuant d'arpenter la map, on trouve d'autres détails. Un cercueil ouvert qui affiche le message « C'est échappé ». Une simple maison isolée de la ville avec un habitant nous disant « Toute l'eau de guérison a disparu. J'ai entendu dire que pour en obtenir, il faut faire le chemin jusqu'à Palethar ». Rajoutons ce nom à la liste. On trouve une pyramide accompagnée de plusieurs structures, comme s'il s'agissait d'un projet de donjon. On remarque 2 personnes au loin qui nous menacent et nous demandent notre tac, qui est donc définitivement la monnaie de cet univers. Ils sont accompagnés de 2 chameaux, que le jeu appelle des crawlers. Et sous le sable, on trouve un cadavre, transpercé d'une épée, appelée l'épée romaine, que l'on peut équiper. Mais surtout, à côté des pyramides, on trouve 2 voyageurs en face d'un autre PNJ, allongé avec un modèle 3D de cuisinier. Éloignez-vous de lui, il est dangereux. C'est notre prisonnier, bougez d'ici. Si on s'approche du prisonnier, il nous dit quelque chose d'étrange. C'était une journée difficile au bureau. Bureau, ou office en anglais, est écrit en jaune. Donc c'est une map. Et ça, c'est vraiment étrange. C'est clairement pas dans l'univers du jeu. C'est hyper actuel, hyper moderne. Pourtant, ça essaye de s'inscrire dans la map. Comment ça un bureau? Et comment ça c'est une map disponible? C'est très étrange. On va noter le nom de cette map de côté. Et on va y revenir plus tard. Mais clairement, ce sera le premier truc que je vais visiter une fois que j'aurai terminé la trame de base du jeu. À ce moment-là, j'en avais terminé avec Nimor. Donc allons à la prochaine direction logique, Palethar, l'endroit où apparemment on pourrait trouver de l'eau de guérison. Palethar est décrit par son OST dans le jeu comme un temple, et les notes du niveau, signées toujours par ce fameux David B, nous disent que celui-ci a besoin de protection pour repêcher au joueur de tomber. Et quand on voit le niveau, c'est plutôt clair pourquoi. Ce niveau est clairement un des moins finis jusqu'à maintenant, et il est assez laid, et l'environnement ne fait pas vraiment de sens. De plus, si on baisse la distance de rendu, on se rend compte que l'affichage des modèles 3D est buggé.
C'est particulier, hein. C'est vraiment un des endroits les moins taffés du jeu pour l'instant. Le chemin à prendre est très linéaire. On tombe d'abord sur une statue du Thorn Knight, puis à l'étage supérieur, un PNJ qui nous dit « J'ai abandonné, tu devrais faire pareil ». Le tout en contemplant le vide, comme s'il hésitait à sauter. Ce PNJ s'appelle Crestfallen, ce qui signifie découragé. En dessous de lui, à travers le sol, on trouve une copie de ce même PNJ qui, lui, nous dit « Toute l'eau de guérison a disparu. Quel gâchis ». Sauf que gâchis, ou waste en anglais, est écrit en jaune. Donc on va le marquer dans la liste des maps. On continue de marcher sur ce pont et on rejoint cette structure avec un moine nous disant « Bienvenue voyageurs, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus grand chose à voir de la ville ces jours-ci ». Donc à la base, ici, il devait y avoir une ville. Clairement, ça a disparu. En dessous, on trouve une pièce accessible, seulement avec le noclip, et on y trouve un voyageur avec une barque. « Bonjour, vous cherchez un transport ? De petites failles vers Exception 8 sont possibles. » Ça a l'air d'être l'endroit où on va aller juste après, mais le nom du lieu fait pas très fantasy. Je vais pas vous le cacher. Première fois qu'un nom de niveau, c'est pas le nom de l'endroit où on va en fait. En continuant le chemin, on tombe sur cette structure qui possède en dessous, dans une zone impossible d'accès à pied, un objet éclairé de rouge. Une épée maudite en croc de serpent. Soit exactement celle dont parlaient les membres du culte dans Crossroads. Équipons-la et continuons le chemin. On croise, après un autre pont, un deuxième moine disant « Palétar était connu comme la ville de la forêt. Mais depuis que l'eau a disparu, les arbres ont fané. » Et au bout du chemin, qui s'arrête abruptement, on trouve un dernier moine, nous disant « Toute l'eau de guérison s'est asséchée, et les arbres sont morts. Qu'adviendra-t-il de nous ?» Là, il y a un truc intéressant à noter. Depuis le début, on suit une trame qui est parfaitement logique. D'Havenwood, on va à Crossroads, de Crossroads, on va à Nimor, et à Nimor, on nous dit qu'il faut aller chercher de l'eau de guérison à Palétar. La suite, elle est logique. C'est comme si les quêtes se suivaient. Mais à Palétar, ça s'arrête abruptement. Un peu comme le développement du jeu, c'est arrêté abruptement. Et ça retranscrit un truc avec cet univers, et c'est la première chose que je vais dire sur cet univers, il n'y a aucun espoir. Genre, tout est vraiment en train de mourir. C'est sinistre, ça offre peu de possibilités au scénario de progresser. Est-ce que c'est vraiment là où le jeu voulait en venir à la base ? Ou est-ce que c'est un artefact du fait que le jeu ait été annulé ? L'ambiance, elle devient de plus en plus lourde au fur et à mesure que tu joues au jeu. Principalement parce que tu te rends compte que même dans l'univers du jeu, il n'y avait visiblement aucun espoir pour que ça continue. Sauf avec ce Exception 8. On pouvait espérer que ça nous amène à un développement dans le scénario du jeu. Sauf que Exception 8, c'est pas la suite du jeu. Mais plutôt un des premiers moments vraiment inquiétants de celui-ci. Sauf avec ce Exception 8. On pouvait espérer que ça nous amène à un développement dans le scénario du jeu. Que même dans l'univers du jeu, il n'y avait visiblement aucun espoir pour que ça continue. Sauf avec ce Exception 8. On pouvait espérer que ça nous amène à un développement dans le scénario du jeu. Sauf que Exception 8, c'est pas la suite du jeu. Mais plutôt un des premiers moments vraiment inquiétants de celui-ci. Je suis toujours à manger devant mon rêve, c'est la base. Le test des fleurs marche bien. Signé Dave Saz. Voilà les notes de la map Exception 8. Ça nous donne juste le nom d'un autre des développeurs qui a bossé sur le jeu, mais c'est tout. Exception 8 est le premier niveau qu'on peut tester, qui n'a pas de ciel. Le terrain est complètement plat et jonché de nombreux arbres et fleurs. Au centre de la map, il y a cette sorte de temple, et quand on s'approche de cet objet erreur situé sur un présentoir, une musique appelée Do Not Use se joue. Un simple son de bruit blanc bouclant sans cesse. Et ce son ne vous quitte jamais pendant l'intégralité de l'exploration du niveau, sauf si vous décidez de l'arrêter manuellement. Ça donne une atmosphère lourde à la map. Et cet objet, il n'affiche qu'un simple message. Allen est fatigué. Est-ce que cette map a été créée pour que les développeurs puissent exprimer leur frustration ? Allen, c'est le nom d'un des développeurs ? Bon, j'en sais rien, mais on va le marquer au cas où. Plus loin derrière nous, on trouve un présentoir avec un effet de rayon lumineux pas fini et un dernier message au loin. Va travailler, bla bla bla. Un message qui vient d'un objet appelé simplement Greg. Et cet objet, il n'a plus de point de vie. Il est mort. Pareil, est-ce que Greg c'est un développeur ? Un développeur qui se montre mort de fatigue tellement le rythme du développement est intenable ? Qui lâche sa pression en créant cette map ? Ou alors est-ce que Greg est vraiment quelqu'un de littéralement mort ? Le pire c'est que dans cette map, il n'y a rien d'autre. Juste cet éternel bruit blanc dans cette forêt vide qui boucle à l'infini. Si on observe le nom de la map Exception 8, c'est naturel de se demander si d'autres maps appelées Exception existent. Exception 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rien ne marche, sauf un autre chiffre. Exception 7, celui qui vient juste avant. Exception 7, c'est une map dont l'existence est beaucoup plus facile à expliquer. Elle est expliquée par ce bonhomme devant nous quand on apparaît.
Bienvenue dans la salle de test. Exception 7, c'est une map de test On appelle pour ça les développeurs. créatif. C'est une zone où on peut mettre chaque objet, chaque modèle 3D pour tester l'interaction entre ces objets et le joueur. C'est un moyen d'avoir accès à tous les éléments d'un jeu sans devoir par exemple faire 36 niveaux et réunir 40 objets pour tester un petit truc. Là, tout est réuni en une petite zone et on voit bien que c'est une zone de test très primitive. Il y a très peu de trucs dedans, quelques objets, quelques maisons, une hache de test, des tests de feuillage, au loin un ennemi de test et tous les types de modèles de PNJ possibles. On voit des petites blagues de développeurs, genre ce modèle écrasé qui est censé être un enfant, ou celui-ci qui nous demande de payer nos taxes. Au loin, on trouve 4 PNJ qui font office de test de quête. Truc bizarre néanmoins, un d'entre eux dit « J'arrive pas à croire que je suis sorti de prison pour ça ». Bizarre la blague. Et l'autre qui, lorsqu'on le sélectionne dans l'éditeur, aboie. Dernier détail chelou, cet énorme truc qui flotte, qui lorsqu'on le sélectionne est juste décrit comme un sunfish, ou Ouais, comme poisson son nom lune, ne ouais. l'indique pas, poisson lune. Et c'est à ce moment-là de mon exploration que je suis arrivé donc dans un cul-de-sac. Allons donc au seul endroit qu'on a, qui a l'air logiquement prévu pour le jeu. Vous pourriez me dire que je peux aussi aller à Taurus, car un PNJ nous conseillait d'y aller à Evenwood, mais non. Pour une raison simple, c'est que pour la première fois que j'ai joué, j'avais mal marqué Taurus. je l'avais marqué en fait tout en bas de la liste et je l'ai un peu oublié. Voilà, excusez-moi. Et en vrai, c'est plutôt une bonne chose que je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc allons sur la map du château de Mycenae pour l'instant. Ok, c'est le destin, quoi. Le château de Mycenae apparaît au premier abord sinistre, avec de la pluie en fond et des éclairs qui illuminent les alentours à chaque éclat de foudre. Oh, Entrer pas dans le mal. château démarre une musique appelée Storm, et d'un coup, c'est un peu moins inquiétant et un peu plus immersif. En entrant dans le château, on se retrouve dans une première enceinte avec 2 gardes protégeant une seconde entrée. Allez-vous-en. Bon, comme il n'y a pas d'intelligence artificielle, nous on peut rentrer. Et après être entré, on trouve en face de nous une tour qui s'est écroulée. La muraille est cassée et à notre gauche, un autre garde est présent. S'il vous plaît, les gardes ne me croiront pas. Le Minotaure, il est en vie, dans le donjon Grimgur. Marquons cette zone dans nos notes. Et derrière la tour, on trouve un garde devant une porte verrouillée. Personne n'a le droit d'aller à l'intérieur. Le roi est malade. Si on franchit la muraille à droite, on croise un dernier garde qui nous dit « On a tout essayé, le royaume est perdu ». Est-ce qu'il s'est passé une catastrophe dans cet univers? Si on active le noclip et qu'on se rend dans le château, on voit que celui-ci est complètement vide à l'exception de 3 personnages reproduisant une scène indiquant la vraie tragédie que cache cette map. Un PNJ, mort, entouré d'un serpent, donc atteint de cette malédiction qui semble infecter l'intégralité du royaume. Il a un taux d'obscurité à 100% et il s'appelle le roi Mikael. Donc là on a plein d'infos. La malédiction du serpent a tué le roi. Ce roi il s'appelle Mikael et il est situé dans un château qui est complètement délabré et quasiment vide. Cet univers n'a décidément aucun espoir. Autour de lui, on trouve 2 personnages disant respectivement « Tu ne devrais pas être là » et « Cela devait être fait ». Comme si pour apaiser les souffrances du roi, celui-ci aurait été tué par les membres de son royaume. Ou peut-être pour une autre raison. Dans cette map, je n'ai pas trouvé grand-chose de plus. Il faut vous dire que là, ce que vous êtes en train de voir, c'est seulement en quelques heures que ça s'est passé. J'étais happé par le jeu. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à fatiguer, donc j'étais un peu moins assidu et un peu moins concentré. J'ai bien trouvé sur la map un troll des montagnes, mais c'est tout. J'étais moins concentré à ce moment-là. Donc j'ai décidé d'aller peut-être un peu trop vite à la dernière map logiquement prévue par le jeu, qui était dans ma liste, Grimgur Dungeon. L'ambiance change instantanément. C'est la première fois qu'une des maps qui a l'air clairement destinée pour le jeu n'a pas une ambiance juste chelou ou bizarre, mais juste légitimement angoissante. Le lieu, trop grand par rapport à son ambiance, tremble au moindre mouvement. Les polygones ne sachant pas comment se placer dans l'espace. Comme si le jeu même tremblait alors qu'on explore sa carcasse. L'ambiance sonore est plus obscure que d'habitude, surtout quand elle fait ce genre de truc. Et le fait que ce donjon soit complètement vide, sans vraiment d'ennemis qui sont codés, donne une ambiance légitimement liminale. J'ai pas vraiment d'autres mots, je sais que c'est cliché pour moi, mais c'est le cas. Quand on apparaît, on trouve derrière nous la porte dont on vient probablement. Une porte qui mène à une zone absente des fichiers du jeu. On franchit quelques couloirs sombres, vides, avant de tomber sur un rat. On continue notre chemin linéaire avant de tomber sur une salle dans laquelle on ne peut que tomber. On trouve un autre rat. Hey toi, fais attention, le Minotaure est toujours là. Et également un cadavre, décrit comme un cadavre mutilé. Dans les quelques couloirs que l'on peut emprunter, on trouve une épée. L'épée de sang. Et un autre cadavre. Et ces couloirs convergent en un même chemin, descendant un peu plus dans les profondeurs, vers une salle baignée d'une lumière rouge.
puis un cul-de-sac. Sauf que si on lève les yeux, on voit une entrée qu'on ne peut accéder qu'avec le no-clip. On continue notre chemin et on finit par tomber sur une pièce avec 2 rats, semblant se cacher d'un minotaure dans la pièce d'à côté. Il est immobile, et pourtant entouré de cadavres mutilés de voyageurs peut-être trop ambitieux. En continuant à s'enfoncer, on trouve un autre tunnel vers les profondeurs, qui mène notamment à des oubliettes. On tombe sur la dernière zone du donjon, un objet sans texture, intitulé « La fontaine de soins ». Si on remonte et on décide de tomber dans les oubliettes, on atterrit dans une pièce secrète. Malheur à tous ceux qui entrent ici. Puis une porte, marquant la fin de cette zone. C'est intéressant, on dirait qu'on est dans un niveau de transition entre 2 maps du jeu, qui sont toutes les 2 manquantes de cette version. Mais il y a 2 détails cachés du joueur si on active le mode no-clip. D'abord, 4 écriteaux, au milieu de nulle part, dans une zone non atteignable. Né impur, de la mort à la vie à cause d'un sang maudit, la corruption recrée le serpent. Ces terres sont-elles perdues, au-delà de tout espoir ? Et enfin, un détail que j'ai remarqué la première fois que j'ai joué, qui aurait pu facilement me passer sous le nez. Depuis le début, je vous le dis pas, mais j'arrête pas pendant mes gameplays de stopper la musique très très vite, pour permettre déjà un record plus clair de mes parties, pour pouvoir mettre mes propres musiques sur le fond du gameplay, etc. et qu'on ait juste les bruitages. Mais aussi, je les stoppe parce que certaines sont vraiment trop courtes et répétitives, genre celle de Nimo. C'était une horreur. Et ici, quand j'analysais la map en long et en large, en volant, il y a un truc qui m'a fait sursauter. J'étais dans le silence complet et j'ai commencé à entendre un bruit très calme, à peine audible. Mais il m'a fait frissonner. Quelque chose émet un bruit dans une zone très précise de la map, et ce qui m'a pas mal mis mal à l'aise, c'est que je n'avais, après une bonne dizaine de minutes de recherche, aucune idée d'où ça menait. Et je n'ai jamais trouvé. Et sur cette note bizarre se terminait la liste des maps logiques du jeu. Ok. Là, j'avais le choix entre 4 zones à explorer. Taurus, Rite, Waste et Office. Je vais d'abord essayer Rite, je trouve que c'est le truc le plus abstrait des 4 et il m'intrigue. Ok, ça marche pas. Ok, donc essayons le truc qui m'intriguait le plus là, ce fameux Office. On sait que le développement s'est passé dans la douleur et que définitivement quelque chose d'abrupt l'a arrêté, que les développeurs avaient beaucoup de mal avec la direction du projet et que ceux-ci ont plusieurs fois exprimé leur frustration dans le jeu lui-même. Qu'est-ce que la map Office pourrait être ? C'est complexe de créer un jeu en vrai quand tu penses. Office paraît au premier abord comme un petit easter egg de développeur. La plupart des easter eggs dans les jeux, c'est-à-dire des secrets cachés par les développeurs qui ne font pas partie de l'univers du jeu, mais bien qui font office de brisage du 4e mur, c'est traditionnellement des secrets permettant de présenter les développeurs aux joueurs, ou du moins c'était le cas au début du jeu vidéo, où parfois il n'y avait pas de crédit suffisant et où la seule manière pour un dev de mettre son nom dans le jeu, c'était de le cacher. C'est le cas du tout premier cas d'easter egg dans les jeux vidéo, Adventure, datant de 1980, où le développeur Warren Robinett s'est immortalisé. Et aujourd'hui, on se souvient de lui, notamment grâce à ce easter egg. Et ici, on est dans la pure tradition de ce genre d'easter egg. Nous sommes dans une reproduction des bureaux dans lesquels a été développé le jeu Basilisk 2000. C'est en vrai assez mignon quand on y pense un peu. On a à l'entrée une photo très basse résolution d'une équipe bossant sur le lieu, dont doivent probablement faire partie les développeurs du jeu. On a des toilettes non texturées, dans le couloir on trouve une petite pièce avec des chaises et un poster disant « Travail, travail, travail ». Et au bout du couloir on trouve la pièce où les devs travaillent sur le jeu, leur petit bureau. 5 postes d'ordinateur sont présents et devant eux on trouve des PNJ représentant chaque développeur du jeu. Je suis Greg, ici je suis le programmeur en charge. Salut, je suis Allen, j'ai fait tous les modèles 3D utilisés dans Basilisk 2000. Je suis très fatigué, lol. Ah, pour le coup on se souvient que t'étais fatigué toi, ça a pas l'air d'être une blague. Salut, je suis Georges, j'ai fait la musique pour Basilisk 2000. J'ai hâte que vous l'écoutiez. Salut, je suis Dave, je suis à la direction artistique et je fais les textures de Basilisk 2000. Salut, je suis Cassie, je fais de l'animation et je fais les IA de Basilisk 2000. D'ailleurs c'est un peu étrange mais quand on sélectionne Greg dans l'éditeur, il est mort. C'est le seul de l'équipe qui est comme ça. Et enfin, après avoir marqué sur nos notes tous les noms des développeurs, on peut parler au dernier PNJ, qui lui n'a pas le même modèle. Il a le modèle de cuisinier, parce que c'est littéralement le chef. Comment ça va ? Mon nom c'est David Bunch, je suis l'ingénieur en chef et le manager de Basilisk 2000. Et on comprend enfin que David B s'appelle David Bunch, et que si on entend si souvent parler de lui, c'est qu'il est en tête du projet. C'est d'ailleurs intéressant de noter un truc. Tous les développeurs ici présents sont nommés sans leur nom de famille à l'exception de David, ce qui me laisse à penser que c'est lui qui a créé cet easter egg. Un autre élément qui me laisse à penser que c'est lui qui a créé cet easter egg, c'est qu'on a trouvé le nom de cette map sur Nimo. Et le nom de cette map, il était dit par un PNJ avec un modèle de cuisinier qui disait « C'était une dure journée au travail ». Pour moi, cette map, c'est clairement fait par David. Si on essaie d'explorer un peu plus, dans la pièce derrière Georges, on trouve un poste isolé des autres.
Et sur son bureau, il y a une note inquiétante. J'en ai assez, je n'en peux plus de tout ça. Il y a des jours où j'aimerais juste brûler cet endroit. Ah ouais, d'accord. L'ambiance autour du développement était véritablement insoutenable. Hein. Ils étaient incapables de tenir les deadlines de leurs éditeurs, c'est chaud. Est-ce que c'est les frustrations de Georges qui sont exprimées ici ou de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est l'intégralité de l'équipe? C'est pas très clair. Par contre, si on traverse le mur, on tombe sur une image cachée. Je veux partir. Avec le mot Leave écrit en jaune. On va marquer ça dans notre bloc-notes. Et une photo quand même un peu plus réaliste du bureau. Allons voir le couloir derrière David. Il mène à une salle, isolée de tous, avec un bureau. C'est indiqué comme étant celui de David. Mais sous son bureau, on trouve un secret. L'élément qui va tout changer et qui va accélérer d'un coup l'horreur de la situation. Sous l'ordinateur de David, on trouve cette image. Je ne vais pas continuer à encaisser. Un flingue? Un vrai gun, quoi. Comme je vous le dis, je pense que cette map a été créée par David, donc c'est lui qui délibérément a décidé de mettre cette image de flingue sous son propre bureau, comme s'il voulait représenter que dans la vraie vie, il y avait une arme sous son bureau, et qu'il est prêt à n'importe quel moment à péter un câble. Et d'ailleurs, si on compte le nombre de postes d'ordinateur qu'il y a, on se rend compte qu'il y en a 7. Or, il y a 6 développeurs. Donc on peut facilement assumer que ce petit box isolé de tous, c'est celui de David, quand il travaille sur le jeu. Et il s'est volontairement isolé tout le reste. Parce que l'autre bureau de David, ça a plus l'air d'être un bureau de manager, où tu vas faire d'autres choses que de travailler sur le jeu. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai vu ce flingue, que j'ai eu une idée. Qu'est-ce qui se passe si je vais tuer chacun des développeurs avec une arme? Genre, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Instantanément, la map change. On est transporté dans une autre version du bureau, un bruit d'ambiance assourdissant se joue de temps à autre. La porte d'entrée est maintenant barricadée par des chaises de bureau et le sol est occasionnellement tacheté de sang. Dans les toilettes, on peut voir Dave qui se cache. Je ne peux pas le laisser me retrouver. En franchissant le hall d'entrée et en entrant dans le couloir, on se rend compte que tout a été bousculé. Les posters sont maintenant inclinés, la salle de développement est jonchée de cadavres. Stop, tu ne peux pas faire ça. Je suis désolé, pitié, non. J'aurais dû m'y attendre. La note du poste de travail isolé désormais affiche un autre message. Je ne l'ai pas fait. Pitié. Un seul membre de l'équipe manque à l'appel. David. Et sous son bureau, l'image de l'arme à feu a disparu. Est-ce que tout ça s'est vraiment passé? Est-ce que David a vraiment causé la mort de tous les membres de son équipe après avoir perdu la raison? Est-ce que c'est la raison de l'annulation du jeu et cette archive contient un aveu de David? Et c'est quoi qui a fait que David est passé à l'acte? La pression ou quelque chose d'autre? Ou alors peut-être qu'il n'est pas passé à l'acte et que peut-être que c'est juste qu'un fantasme de David. Genre c'est lui qui représente une situation qu'il aimerait faire. Ça va tellement changer la vision de la vidéo. Ce serait une map qui mettrait en scène la glauque idéation d'un plan qui n'a jamais vraiment mené à bien. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir la map Live, le niveau qui était marqué derrière le poste avec la note. Peut-être qu'il y aura une réponse. Il n'y a qu'un seul message dans les notes de Live. Tout ce qu'il reste à faire. C'est la vraie ville. Partir. À ce moment-là, l'ambiance change. On est dans un aéroport avec une musique légèrement sinistre. Genre, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il y a une tranquillité menaçante derrière ces lieux. Comme si ce qu'on voyait était la fuite d'un meurtrier venant de finir son crime, ou alors d'un employé traumatisé voulant changer de lieu de peur de recroiser David, ou trop chamboulé par les événements. Des avions jonchent le tarmac et des immeubles entourent l'horizon, tous vides à l'exception d'un avion, étrangement écrasé derrière un des immeubles, disant un très cryptique message. Doris s'est noyé dans le doute. La révélation d'office change tous les plans. À partir de maintenant, on n'est plus dans l'épave d'un jeu abandonné. Nous sommes dans les potentielles confessions d'un criminel. Et donc l'étape suivante, qui me paraît logique, c'était de charger la map qui m'inspirait le plus d'inquiétude dans celle qui me restait. Donc j'ai lancé Waste. La map Waste a une ambiance beaucoup plus désolée et froide. Ça a bien été travaillé ici.
Waste veut dire à la fois gâchis, mais c'est aussi un diminutif de wasteland, un désert urbain, une friche. En se baladant dans Waste, on sent toute cette solitude écrasante, cette étrange lourdeur du développement. Et il faut peu de temps pour commencer à trouver des choses. J'ai trouvé d'abord un étrange placeholder error qui s'appelle Trigger Missing et qui apparemment serait mort, c'est bizarre. Puis j'ai commencé à avoir des messages ici et là, des messages textes écrits sur certains murs. Pourriture, salle, data, retirez ce monde. Et à un moment, vous finirez par entendre un bruit étrange qui provient de ces étranges créatures avec lesquelles il est impossible d'interagir, qui apparaissent et disparaissent sans objectif ni raison. Au bout d'un moment, on finit par trouver des PNJ aléatoirement placés. Je ne dors plus, de peur que les rêves ne viennent. On trouve un PNJ au bord du haut d'un immeuble, à 2 doigts de sauter. Et si le filet me sauve, qu'y aura-t-il après? Et en bas de l'immeuble, ce même PNJ est présent avec un message d'erreur pour démarrer une quête, comme s'il avait réussi à se tuer. Un dernier PNJ qu'on trouve nous dit « Chaque jour est exactement le même jusqu'à la mort ». Un des immeubles arpente une affiche menaçante de Basilisk sur Super NES. Une autre affiche cachée représente une étrange peinture. Et le style m'a tout de suite fait penser à un peintre que j'aime beaucoup, dans le sens que ses peintures sont vraiment terrorisantes. C'est Jérôme Bosch, et cette affiche vient de l'œuvre Vision de l'au-delà, dans l'un des 4 panneaux représentant la rivière vers l'enfer. Et enfin, le dernier détail, c'est que sous la map, on peut trouver une texture familière. Celle de l'œil du basilic du premier jeu, qui observe d'une allure menaçante le joueur depuis là où il ne peut pas le voir. Sur le moment, j'avais vraiment cette impression forte que cette map représentait la déception profonde du projet inachevé. Le jeu lui-même est une ville abandonnée, un désert urbain, et la vie qui a quitté le jeu, c'est les développeurs qui ont cessé de le faire vivre. Maintenant, il ne reste qu'une seule option. Allons sur la map Taurus. Regardons ce qu'elle a à nous révéler. Ok, c'est différent. On est sur un Thor. C'est le nom de la forme géométrique 3D d'un donut. Et il y a juste un PNJ dans toute la map. Tiens, il s'appelle David. Et... Hein? Rien fait? Quoi? David Lynch? C'est totalement David Lynch, c'est pas possible. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, si on rejoue en boucle la map Taurus, on peut se rendre compte que cet écran de jeu final, dans lequel on ne peut rester à chaque fois que quelques secondes, et où des formes géométriques comparables à des coquillages ou des fœtus en noir et blanc tournent au-dessus du sol, et bien cet écran il comporte 3 secrets cachés, 3 boîtes de dialogue. Tuer l'élu, ramène la mort, pour nourrir le serpent. Maintenant, passons à un gros élément qui va nous permettre de comprendre 2-3 trucs. Cette vidéo de David Lynch, là, avec le donut, elle vient d'un documentaire qui date de 2012. Le jeu date de 2000. Et même, le problème de temporalité, on le voit rien qu'en observant le début de la vidéo, où on voit l'alerte de mise en plein écran de Windows brièvement là. Pour comprendre pourquoi des choses datant d'après l'année 2000 se retrouvent dans le jeu, il faut revenir sur la page de téléchargement du dit jeu sur internet, où on pouvait voir un rendu 3D du CD dont le jeu de l'archive provient, ainsi que sa pochette, ceux même que Kyle Thoman avait trouvé sur eBay. On se rend compte sur ce CD d'abord que les initiales DB sont marquées, comme David Bunch, donc c'est à lui que celui-ci a appartenu, et enfin le 2000 de Basilisk 2000 est barré. David Bunch a volontairement barré cette info, car il sait que maintenant, elle est fausse. Ça veut dire que David non seulement est vivant, mais qu'il a pendant des années continué à modifier le jeu. Et d'un coup, la nature quasiment impossible d'un jeu avec ses graphismes sur Super NES devient compréhensible. On dirait que David a nourri une obsession pour ce projet, des années après la fin. Il a continué à ajouter des choses ici et là. Mais pourtant, il n'a jamais vraiment essayé de finir le jeu. Parce que le jeu, il reste dans le même état dans lequel il a toujours été. Comme s'il avait voulu laisser l'épave du jeu telle qu'elle était, tout en cachant des choses là où un joueur ne pourrait pas vraiment se rendre. Et on va reparler très vite de cette question de la temporalité, car il y a d'autres détails dans le jeu qui permettent d'appuyer cette hypothèse que David a continué le jeu dans son coin. Maintenant que j'étais à ce point-là, j'étais à nouveau à un cul-de-sac dans mes recherches. J'ai décidé d'aller me reposer un peu, il devait être genre 22h, j'avais passé une journée entière à écumer les détails de ce jeu, et le lendemain, je me suis réattelé à l'exploration du jeu avec un objectif en tête. Trouver tout ce que je n'avais pas réussi à trouver la première fois. Et j'ai décidé de commencer à regarder dans un endroit que j'avais complètement ignoré, les fichiers du jeu. Oui, j'aurais dit la première map. Comment il fait pour trouver ce genre de trucs? Quand on ouvre les fichiers du jeu, on a une myriade d'infos intéressantes à noter.
D'abord, on a un fichier README qui contient les notes de Kyle Thomad qu'on avait lu plus tôt, mais on a aussi une note de David Bunch lui-même, une sorte de commentaire sur la version du jeu qu'il présente, celle à laquelle on peut jouer mais qui à l'époque ne contenait pas les modifications qu'il a rajoutées au cours des années. Le moteur basique du jeu rend bien. On devait avoir le prototype prêt avant août, mais je ne suis pas certain qu'on puisse réussir une sortie pour le Noël de l'an 2000. L'ambition du jeu est hors de contrôle. Les mécaniques sont à peu près là, mais tout est trop aléatoire. J'ai rajouté une mécanique un peu comme un bloc-notes sur chaque niveau, comme ça on pourra peut-être communiquer mieux. Le message continue et David explique que cette idée de notes sur les cellules a été créée pour remplacer l'utilisation de la messagerie instantanée AOL par l'équipe. Une sorte de boîte de chat très utilisée au début d'Internet, mais maintenant inutilisable. Il veut remplacer le système car selon lui, l'équipe passe son temps à juste chatter plutôt que de travailler. Si le jeu ne sort pas, je suis foutu, donc pitié, reprenez-vous. Merci et désolé. J'aime toujours ce projet. Clairement, David Bunch avait imaginé trop pour le jeu. En tant que manager du projet, il a commencé à sentir un peu le poids de l'ambition de son projet. Et il sentait de plus en plus l'incapacité de le terminer. Il était en train de paniquer au point de devenir peut-être un peu trop agressif avec ses employés, comme s'il commençait à nourrir une haine pour eux, n'arrivant pas à les diriger comme il le voudrait. Et donc est-ce que c'est pour ça qu'il s'est imaginé les tuer ? Ou qu'il les a tués ? Il y a un fichier dans les dossiers du jeu vidéo qui peut nous aiguiller. Un fichier intitulé vid.wmv, un fichier vidéo. Dans celui-ci, on voit une discussion sur AOL, une de ces fameuses discussions que détestait tant David entre Allen et soit George, soit Greg. Je pense que quelque chose ne va pas avec David. Le mec des textures, David Soz, il est génial je trouve. Non, je parle de David Bunch. Tu sais, c'est celui qui a trouvé le cadavre à l'étage du dessous. C'était il y a genre 10 ans et des poussières. Ça doit encore le tracasser, il est toujours obsédé par cet incident. Ouais, j'en ai aussi l'impression. Peut-être que c'est juste sa manière de faire face à tout ça, non ? J'ai pas juste peur pour lui. Il pourrait être dangereux. Genre, il pourrait nous virer. Je crois qu'il garde un flingue en dessous de son bureau et c'est compliqué, je sais pas. Finissons juste ce projet et après on demandera aux ressources humaines. Ouais, j'imagine. Je pourrais juste être un peu paranoïaque aussi. Ouais, mais je comprends. Ce chat est sécurisé, hein ? Je pense, j'espère. Bon, NDR, arrêtons de tergiverser et allons créer un jeu. Ok, compris. Alors il y a plein de choses à dire, mais d'abord pour répondre à leur question de est-ce que ce chat est sécurisé ? Non, il l'est pas. David utilise un fichier du nom de ChatSpy pour espionner les discussions de ses collègues. Et j'imagine que même si on n'a qu'une archive de ces espionnages, il doit pas être à son galop d'essai. Tout ça nous permet de faire un point plus clair sur l'histoire de ce développement. Déjà, c'est pas juste une métaphore la présence d'un flingue sous le bureau de David. C'est littéral. Il avait vraiment un flingue sous son bureau qui inquiétait un peu tout le monde. Je suspecte cette conversation sur AOL de se passer non pas avec George, mais avec Greg d'ailleurs, car c'est celui qui, dans la version Tuerie de la map office, disait « J'aurais dû m'y attendre ». Ensuite, apparemment, 10 ans avant le développement de Basilisk 2000, David serait tombé sur un cadavre dans l'étage du dessous de là où il travaille, un cadavre qui l'a profondément bousculé émotionnellement, au point que 10 ans après, il en est encore traumatisé. 10 ans avant l'an 2000, c'était aussi la période où aurait pu être développé Basilisk sur Super NES. Gardons ça en tête, les deux événements sont peut-être liés. Ensuite, l'état obsessif de David, couplé à une énorme pression de l'éditeur du jeu et des deadlines impossibles à maintenir, l'a amené à être impossible à vivre dans les studios de développement du jeu. Il a commencé à se surmener en ayant l'impression que les développeurs autour de lui ne faisaient rien, il a commencé à stocker leurs conversations sur AOL et a même créé le système de notes sur les niveaux pour qu'ils arrêtent d'utiliser ces messageries. Ce système de notes, c'est un peu le début de son obsession pour le jeu. Toutes les discussions entre développeurs devaient se passer au sein même du jeu. Ce jeu, c'était devenu le centre de toutes ses pensées. Maintenant, est-ce que durant l'année 2000, David a vraiment causé une tuerie dans les locaux ? C'est pas très clair pour l'instant. On dirait au premier abord qu'il s'agit d'une fantaisie qu'il a mis en scène dans le jeu, mais il y a un détail que j'ai remarqué à force de jouer en boucle à la map Office pour chercher des détails sur le sujet. Quand on marque la commande reset, qui est censée recharger la map à son état initial, ce n'est pas la map Office qui est rechargée, mais la map Office 2000. Donc la map avec un littéral attentat serait une représentation des bureaux quelque part durant l'année 2000. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire que David l'avait vraiment fait. J'ai trouvé seulement 2 autres petits éléments dans les fichiers du jeu. D'abord une image de promo pour le jeu. Pareil, le 2000 de Basilisk est barré. On y voit des screenshots de lieux introuvables dans le jeu. 16 fois plus de détails que le classique de la Super NES. Ce qui est bizarre car le jeu sur Super NES n'est jamais sorti. Introduit une nouvelle IA avancée. L'IA Umbra crée de tout nouveaux systèmes permettant aux PNJ de savoir quand ils vont mourir. Putain, c'est morbide, ça sonne pas du tout comme une vraie promo. Et le 2000 barré me laisse à penser que, peut-être, c'est un truc qui a été créé par David bien après le développement. Et pour lui, le jeu non fini jamais sorti sur Super NES, c'est un classique. Il a l'air d'avoir une relation bizarre avec le premier jeu, surtout quand on considère qu'il a trouvé un cadavre à peu près au moment où ce jeu devait être en développement. Et surtout, il y a cette IA Umbra.
Umbra comme ombre, peut-être que ça fait référence à ce paramètre d'obscurité. Peut-être que ce paramètre inexpliqué aurait permis aux ennemis d'être plus ou moins au courant de leur mort certaine, ce qui, dans un univers où une immense famine a lieu, où visiblement un monde entier est abandonné par ses dieux, ferait plutôt sens. Ensuite, on a le dernier élément, et pas des moindres, il s'agit d'une archive WinRAR, et qui est impossible à ouvrir sans le moindre mot de passe. Et ainsi, j'étais à nouveau à court de trucs à trouver. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à fouiller un peu plus intensément dans le jeu. Ou plutôt, dans les jeux. En effet, à ce moment-là, j'ai eu envie de me rebalader dans le jeu original sur Super NES, car la manière dont certains éléments avaient été cachés du joueur dans Basilisk 2000 m'a laissé penser que peut-être j'avais joué un peu vite. Et en effet, j'ai trouvé des trucs. D'abord, dans une des save states, j'ai trouvé une sorte de petit ordinateur, après un peu de marche, qui envoie un code Morse quand on s'approche de lui. Si on le traduit, il donne le message XP and nothing more. Des points d'expérience et rien de plus. Comme si les personnages qu'on pouvait voir son personnage tuer dans la save state avec la démo ne représentaient que de l'XP pour le joueur. Ce qui aurait pu être un argument de plus à la théorie selon laquelle on joue l'antagoniste dans ce jeu. Et enfin, il y a un gros truc que j'avais complètement zappé, et ça m'a rendu fou de trouver ça. Dans le dernier niveau du jeu, là, avec le couloir, et si je retournais en arrière, il était possible de contourner le tas de pierres qui me bloquaient. Et au fond du tunnel, j'aurais trouvé ça. Un objet erreur, qui ressemble de fou aux objets erreurs de Basilisk 2000. Franchir cet espace ne t'amènera nulle part. La veine qui connecte les deux jeux. Le diable est dans les détails. Oh, mais le diable est dans tout. Comment ça, la veine qui sépare les deux jeux ? Le jeu est censé dater des années 90 et avoir été fait par un autre studio de développement. Est-ce que ça a été rajouté par David Bunch ? Genre, on sait grâce au fichier README que des éléments de code du vieux jeu ont été transportés dans Basilisk 2000, ce qui en soi ne veut rien dire, mais qui nous assure que l'équipe de développement a eu accès à cette cartouche. Mais aussi, ça peut expliquer pourquoi le jeu il ne ressemble pas à un jeu sur Super NES. Peut-être qu'il a directement modifié la ROM et qu'il en a fait un jeu impossible à jouer sur console, mais possible à jouer avec un émulateur. Pourquoi il a fait toutes ces modifications ? Parce que c'est clairement une modification d'après. Et comme on a pu le voir dans la map Waste, David a eu accès au fichier avec la texture de l'écran titre de Basilisk sur Super NES. Donc il a bel et bien fouillé à l'intérieur du premier jeu. Et il l'a probablement modifié du coup. C'est trop bizarre, mais ces découvertes, dans un jeu que je pensais avoir fini, m'ont rassuré sur un point. Je devrais vraiment refouiller les niveaux de Basilisk 2000. Peu importe que ça dure longtemps ou non. Ça a mis un certain temps avant de trouver des trucs que je n'avais pas déjà trouvés. Il a fallu que j'arrive jusqu'à Nimor, la ville dans le désert. Là-bas, j'y ai trouvé un détail dans cette tour que j'avais pensé vide. En regardant un peu mieux, j'y ai trouvé un objet. Une texture de smiley avec comme description « Je sais ce que tu as fait ». Et en vrai, ce smiley, il n'est pas anodin du tout. C'est un smiley de Discord. Encore une incohérence temporelle qui prouve que le jeu a été modifié depuis son annulation. Mais surtout, ce message, il semblerait indiquer une certaine forme de culpabilité chez David. Fouiller dans le jeu, c'est assez compliqué, car souvent les détails cachés ne sont pas dans des endroits évidents. Par exemple, je me suis rendu compte assez vite que quand j'ouvrais la map Havenwood, à chaque fois, les noms sur les tombes changeaient. Je suis donc revenu plusieurs fois dans le cimetière, et j'ai remarqué que parfois, des messages secrets se cachaient sur les pierres tombales. Il peut tuer en un coup d'œil. Une référence directe au basilic. Tu ne pouvais pas les sauver. Tes yeux contribuent à ta propre destruction. Autre truc un peu bizarre que j'ai remarqué, c'est sur la map Waste, et en général dès que le son No String, ou texte vide en français, se joue. Pour vous rappeler, il sonne comme ça. Ce son il me paraissait étrange, j'entendais des petits artefacts ici et là, et j'ai donc décidé de prendre les 8 minutes de sa durée et de l'accélérer énormément. Et tout de suite, on comprend que c'est le son de quelqu'un qui travaille sur son ordinateur. On y entend même le son d'un clic d'une souris. Mais pour trouver le premier élément qui puisse m'aider vraiment, il a fallu que j'arrive sur la map du château de Mycenae. J'y ai trouvé un easter egg avec un PNJ qui fait une référence aux barbares nordiques de Morrowind, un autre jeu qui est sorti dans les années 2000 et qui en plus semble accomplir 1000 fois mieux tous les objectifs qu'avait à la base Basilisk 2000. Comme si David, par somme, aurait rajouté cette blague des années après. Mais je n'ai pas trouvé que des incohérences temporelles. J'ai aussi trouvé, non loin de ce troll des montagnes, que lui j'avais déjà trouvé avant, un autre PNJ. Je n'ai pas peur des trolls des montagnes. Je viens de Wakelita Summit. On a des vrais trolls là-bas. Wakelita Summit ? Le sommet de Wakelita. Bon allons voir cette map. Première chose à remarquer en chargeant cette map, un message de David B dans les notes. L'éditeur insiste pour qu'on coupe cette zone du jeu, possiblement pour en faire un DLC dans le futur. Clairement, c'était à la période où le développement se passait de moins en moins bien. Wakelita Summit se présente comme une zone enneigée avec une grande montagne. En face de celle-ci, un PNJ nous conseille de faire attention si on souhaite la gravir. Je me suis donc décidé à grimper cette montagne avec en fond un vent sifflant dans les oreilles, donnant une atmosphère de solitude.
Après un moment, on arrive au sommet sur lequel se trouvent 6 tombes. Et petit détail morbide, il y avait 6 développeurs en tout dans l'équipe qui a fait Basilisk 2000, si on compte David. Et ça m'a fait penser à la map Crossroads, où il y avait également 6 tombes, 5 à côté de la secte, et une isolée de toutes les autres, beaucoup plus loin à côté de la tour. En dessous de celle-ci, on trouve toujours et encore des cadavres mutilés. À côté de l'immense rocher sur le sommet, il y a 2 tablettes en roche. Un hurlement étouffant et mourant résonna à travers le temps, mais personne ne put l'entendre car bien trop long et trop profond comme les secousses de la terre elle-même. Un jour, cet hurlement mourut, et le silence était audible. Son absence fut remarquée par tous. À ce moment-là, je suis parti en mode no-clip et j'ai décidé d'observer un peu ce qu'il y avait autour de la montagne. C'est une zone qui me paraît beaucoup moins finie que le reste du jeu. On trouve qu'une série de maisons vides, sans la moindre interaction, une créature posée là sans raison, une entrée d'un tunnel d'une mine non finie. Mais on trouve sur cette map un truc qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Un monolithe. Toujours aussi menaçant et sans la moindre interaction. Comme je ne trouvais rien de plus et que j'espérais vraiment que cette map soit la clé vers beaucoup plus de réponses, j'ai commencé à cliquer un peu partout jusqu'à ce que je me penche un peu plus sur ce rocher. En le sélectionnant dans l'éditeur, on réalise que l'objet s'appelle Lune Cassée. J'ai voulu la soulever du sol pour mieux pouvoir observer son modèle 3D et il s'est passé un truc inattendu. L'intégralité de l'écran est recouverte par ce niveau. On se retrouve sur une lune, et on ne peut pas aller dans l'éditeur. On est forcé de se déplacer à la marche, avec en fond un morceau de piano dissonant et étrangement joué. Le ciel est pavé d'étoiles, et tout ce qu'on peut faire, c'est marcher sans but. À un moment, à force de marcher, je suis tombé sur cette boule de lumière blanchâtre. En m'y approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un fœtus protégé par un cocon lumineux. Lorsqu'on s'en approche, un texte nous dit « Un ange froid se repose ici ». À force de marcher, on finit par arriver aux limites de la map, qui, une fois franchie, nous téléporte au point de départ. Gardons ça de côté, mais c'est pas la première fois qu'on voit cette imagerie des fœtus. La dernière fois, c'était tournoyant au-dessus du sol dans cette étrange autre map, qui elle aussi était en plein écran et nous empêchait d'utiliser l'éditeur de niveau. David Bunch, qui est évidemment à l'origine de ces niveaux, ne veut pas qu'on les modifie. Et après ça, j'étais à nouveau sans la moindre solution. J'ai commencé à nouveau à regarder chaque détail de chaque map, commencé à faire des trucs pas possibles en essayant de bouger chaque PNJ. Puis j'ai commencé à me pencher sur un élément que j'avais pas vraiment exploré, c'est ce petit écran de sélection de musique là. J'ai skippé chaque son. Forest theme, thème de la forêt, essayons de charger la map forêt. Non. Arena loop draft, essayons de charger la map arena alors. C'est pas possible, ça a marché. Damn it, man! Je ne pense pas que faire se battre le joueur contre chaque boss du jeu à nouveau dans l'ordre soit une bonne idée. Bon, décidément, le jeu avait pas mal de clichés de l'époque. La map Arena est, comme son nom l'indique, une arène, dédiée à être une des dernières maps du jeu. Le ciel est d'un rouge semblable à du feu, l'arène est circulaire et ornée de blasons, de tours et aussi d'un public. On a en face de nous sur cette map 3 PNJ. En garde, faites ton mieux. Et pitié, je suis désarmé. Alors je suis vraiment désolé d'avance, mais je suis obligé de tout tester. Oh la vache, chaque fois que tu tues un PNJ, le public applaudit. Dans l'arène, il y a 2 portes, une